Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle plongée au cœur de la vie hors champ d'une icône. Un récit que j'aborde comme un vieux reporter scrutant les coulisses de la gloire, là où souvent la lumière médiatique s'éteint, mais où les vérités intimes restent. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur l'histoire profonde, troublante et pourtant ô combien humaine de Yannick Noah. Non pas seulement en tant que champion, musicien, figure publique adulée, mais en tant qu'homme confronté à la perte, à la culpabilité, à la quête de sens. Dans ce documentaire texte, j'explore l'ombre qu'il a poursuivi bien après les acclamations, cette blessure que peu connaissent, mais qui explique tant de ce qu'il est devenu. Alors installez-vous confortablement, car l'histoire que je vais vous raconter est un voyage émotionnel, une descente dans un passé qui résonne encore aujourd'hui. Le héros disparu, l'enfant en chemin. C'est une vérité imperceptible au premier regard. Yannick Noah a grandi avec un père dont il portait le nom avant même de connaître la mesure de son absence. Zacharie Noah, footballeur camerounais victorieux de la Coupe de France en 1961 avec Sedan, n'était pas qu'un parent. Il était le héros, le modèle, l'espoir incarné dans les yeux de son fils. Le jeune Yannick, né à Yaoundé au Cameroun, vivait dans ce monde modeste que sa famille avait bâti autour de sacrifices, d'amour et d'espérance. Zacharie racontait à son fils les matchs africains, les après-midi sous le soleil flamboyant du Cameroun, les dribbles, les cris de stade, la passion gravée comme une promesse. Il lui répétait « Sois ferme dans ton art, crois-y, persévère même quand rien ne paraît possible ». Et Yannick écoulait ses récits comme on écoute une légende qui devient son propre souffle. Lorsque la famille s'installe en France en 1963, la machine de la vie change d'échelle. Nouvel horizon, nouveau décor, mais toujours cette fois paternelle. Zacharie encourage son fils à poursuivre sa voie, celle du tennis, alors même que les moyens manquent, qu'il n'y a ni raquette ni entraîneur dédié. Pourtant, le père se tient au bord du court en terre battue, les yeux pleins d'espoir, l'applaudissant à chaque coup droit manqué, croyant qu'à travers lui c'est un rêve qu'il prolongeait, le vide après la victoire. Et puis, soudain, tout bascula. La mort brutale de Zacharie en 1987, d'une crise cardiaque foudroyante, alors que Yannick avait seulement 27 ans. Le moment où l'enfant en devenir, le fils investi, vit l'instant où l'univers s'arrête de tourner. À l'annonce, il confia plus tard avoir ressenti comme si le monde entier avait suspendu son souffle. Assis dans son appartement parisien, le regard vide dirigé vers l'horizon, il pleurait. Il pleurait l'idée que son père ne verrait pas ses succès, ne le verrait pas entraîner l'équipe de la Coupe Davis, ne l'applaudirait pas sur scène devant des milliers de fanatiques. Le choc fut double. Perte d'un père, mentor, confident, et perte d'une boussole spirituelle. Cette absence devint une fissure profonde, discrète et pourtant omniprésente. Elle se glissa dans chacune de ses victoires, dans chacun de ses applaudissements, lui rappelant que, derrière la lumière, un vide demeurait. Le poids du silence et de la culpabilité. Le retour au village camerounais de Sédima, lieu natal de Zacharie, était plus qu'un pèlerinage. C'était une quête, silencieuse et obstinée. Yannick se promenait sur les chemins de terre rouge, discutait avec les anciens qui, jadis, jouaient au ballon avec son père. Il essayait d'imaginer l'homme jeune, le rêveur, le footballeur, l'époux et le père. Mais il s'agissait aussi de se demander « Est-ce que je l'ai rendu fier ?» Car derrière le sourire public, Yannick portait la culpabilité d'une enfance qui, après la gloire, s'était amoindrie. Il regrettait de ne pas avoir été davantage présent, dans les dernières années, quand sa carrière internationale l'entraînait de Tokyo à New York. Les souvenirs des soirées familiales, quand Zacharie jouait de la guitare, chantait des airs folkloriques et emmenait la famille au stade local, ressurgissaient comme des images obsédantes. Cette culpabilité devint un moteur discret, une énergie tournée vers l'avant, mais teintée de cette blessure originelle. Transformer la douleur en moteur. Dans un paradoxe puissant, la tristesse de Yannick ne l'a pas paralysé, elle l'a propulsé.
Il chérissait désormais sa famille avec plus d'intensité. Il s'efforçait d'être un père dévoué à ses enfants, leur racontant inlassablement les histoires de leur grand-père pour maintenir sa présence dans le foyer, dans la mémoire. Entre deux tournées musicales, entre deux rallyes sportifs, l'homme sentait encore en lui ce feu brûlant, celui de l'absence, mais aussi celui de la mission. Il a su transformer ce vide en engagement communautaire, en geste d'amour, en solidarité, poursuivant par la musique et la charité ce que son père lui avait appris. Ne jamais arrêter de donner, ne jamais oublier d'où l'on vient. Les chapitres d'un cœur complexe. La vie sentimentale de Yannick, entre mariage et paternité, a forcément été marquée par ce passé invisible. 3 unions, 3 chapitres différents, jalonnés de bonheur, d'intensité, mais aussi de leçons durables. La première en 198, manque le chiffre exact, avec Cecilia Noah, Miss Suède 1968, rencontrée lors d'un défilé de mode à Paris. Ses yeux bleus, sa chevelure dorée, son envie de création, tout cela l'a captivé dès leur première conversation. Mais même dans la lumière romantique, la profondeur de sa blessure paternelle continuait d'ombreter les fondations de son intimité. L'amour, la famille, la célébrité, tout y était, mais l'ombre persistait, celle d'un père disparu, d'une enfance partielle. Dès les premières lueurs de leur histoire commune, l'alchimie semblait irréfragable. Il la rencontre, brillant, ambitieux, acclamé, et elle, par sa grâce et sa présence douce, apparaît à ses côtés comme un reflet de sérénité. Le coup de foudre survient, fulgurant. Moins d'1 an après, en ce jour iconique du 14 février 1985, naît leur fils Joachim. Puis, l'année suivante, leur fille, Yelena, vient enrichir ce tableau familial, jusqu'alors idyllique. Tout semblait dessiné d'avance. 2 enfants, un foyer, une promesse de stabilité. Et pourtant, car très vite, les fondations commencent à trembler. Alors que Joachim, devenu jeune homme, s'élance dans la conquête du monde, jusqu'à devenir une star de la NBA au sein des Chicago Bulls, et que Yelena choisit de s'aventurer dans l'univers du mannequinat et des arts, le couple originel vacille. Le mariage, qui avait pourtant démarré sous les meilleurs auspices, se soldera après 3 années seulement, en 1987, peu avant la disparition du père de notre protagoniste. Pourquoi une issue si rapide? C'est ici que s'installe l'ombre, l'écart entre l'image publique et la tension privée. L'époux, internationalement reconnu dans le tennis, est constamment en mouvement. Paris, Melbourne, New York, sans répit, emporté par la frénésie des tournois du Grand Chelem et du circuit ATP. Cette vie d'artiste sportif, exaltante de l'extérieur, se révèle implacable en vérité. Vol, hôtel, absence. Il est souvent absent, éloigné. Elle reste en Suède ou en France, aux côtés des 2 jeunes enfants. Cecilia, la femme qu'il avait aimée autant qu'il rêvait, confiera un jour à une amie « Je donne tout pour eux, mais je vis seule ». Une confession qui en dit long sur l'intime désarroi derrière le vernis du succès. Le divorce, formellement amiable, marque pourtant un coup d'arrêt brutal. Il laisse l'homme démoralisé, marqué, un champion sur le court, un père défaillant à ses propres yeux. Mais fidèle au devoir, le couple reste uni, du moins publiquement, pour leurs enfants. On les voit ensemble lors de cérémonies, comme la remise de diplôme de Yelena en 2008. Il s'exprimera plus tard. « Cecilia m'a appris la patience et la tolérance. Je lui serai éternellement reconnaissant d'avoir donné naissance à nos 2 merveilleux enfants. » Une déclaration qui sonne comme un mea culpa, comme l'aveu d'un homme qui a compris à quel point il avait manqué. Puis un nouveau chapitre s'ouvre. En 1995, il épouse Heather Stewart White, mannequin britannique de renom, repérée lors d'une séance photo à Londres pour Vogue, ambassadrice des maisons comme Gucci ou Victoria's Secret. Heather, forte de sa carrière autonome, séduit par sa détermination et sa fraîcheur, offre à notre tennisman devenu chanteur, depuis qu'il a lancé son album Urban Tribu, une bouffée d'air après les orages du passé. 2 filles naissent, Elijah en 1996 et Jenné en 1997. Elles héritent,
comme de droit, de cette beauté complice et de cette énergie collective. Pourtant, de nouveau, le malaise s'insinue. Lui, avide de scène, de rythme, passionné de reggae, engagé dans des festivals caritatifs en Afrique, multiplie les voyages. Elle, préférant un cocon plus posé à Londres, ressent peu à peu le déséquilibre. Le style de vie de l'un heurte les attentes de l'autre. Les tensions, jusque-là retenues, se transforment en fractures. Le mariage s'achève en 199. La bataille pour la garde des enfants vire au douloureux. En 2001, un tribunal britannique accorde la garde des filles à l'ancien champion, tandis que la mère traverse des tourments personnels, notamment de santé mentale. Il assume alors la culpabilité l'étreint. Les années suivantes, il œuvre pour garantir un environnement chaleureux à ses enfants. Lors d'une interview en 2003, Heather déclarera être frustrée de ne pas voir ses droits de visite respectés. Lui, choisit le silence, non par faiblesse, mais par désir de protéger ses enfants. Et dans ce silence, il affirme « Heather a joué un rôle important dans mon parcours. J'ai tiré les leçons de mes erreurs conjugales pour placer ma famille en priorité. » Enfin, troisième acte. En 2003, lors d'un événement caritatif à Paris pour une émission de Canal+, il rencontre Isabelle Camus, productrice de télévision française à l'intelligence vive et à la passion assumée pour les arts. Elle devient rapidement sa compagne idéale. Ensemble, ils ont un fils, Johan Lucas, né en 2004. La famille installe ses quartiers à Saint-Barthélemy, dans un cadre de vie élégant, loin du tumulte des stades et des studios. Isabelle soutient activement ses projets caritatifs, notamment Flemur, association en faveur des enfants défavorisés, et Enfants de la Terre, fondée par sa mère. Le couple apparaît souvent main dans la main, sourire aux lèvres, aux galas à Paris ou au bord de l'île. Une image apaisée, séduisante. Mais derrière cette apparente tranquillité, la vérité n'est jamais loin. L'emploi du temps chargé, entre concerts, actions caritatives et obligations médiatiques, emporte à nouveau son tribut. Isabelle, elle-même évoluant dans l'univers télévisuel, se sent parfois reléguée dans l'ombre d'un homme célèbre. Le déséquilibre revient. L'amour pourtant sincère finit par se fissurer. Le divorce survient en 2021. Mais cette fois, une nuance s'impose. Malgré la séparation, les deux ex-époux ont su maintenir une relation harmonieuse. Grâce à Johan, affirmera-t-il, le fils qui servit de pont entre eux. Il reconnaîtra haut et fort, Isabelle m'a aidé à retrouver foi en l'amour après mon chagrin. Je l'ai toujours respectée comme une mère formidable. Que retenir de cette odyssée émotionnelle? De l'éclat de la réussite sportive à la fragilité des liens intimes? De la gloire publique aux batailles privées? Notre protagoniste, adulé et adulé encore, a appris, souvent à ses dépens, que la célébrité ne délivre pas de la solitude, que le succès n'éteint pas les blessures du cœur. 3 mariages, plusieurs enfants, des combats juridiques, des réconciliations tacites, des silences lourds de sens. Chaque chapitre de sa vie conjugale nous rappelle que derrière chaque photo parfaite, chaque tapis rouge, se cache un récit plus complexe, plus humain. Yannick Noah, la chute, la renaissance et le prix d'un mythe. Il y a des destins qui semblent bénis par les dieux, puis brutalement rattrapés par la réalité. Yannick Noah, héros de Roland Garros, idole d'une génération, symbole d'un pont entre la France et l'Afrique, a longtemps incarné la joie de vivre. Mais derrière le sourire et les dreadlocks d'un homme libre se cache une histoire faite de blessures, de remords et de combats silencieux. Tout commence après son divorce. En 2022, Yannick trouve enfin un nouvel équilibre aux côtés de Malika, une femme discrète, dotée d'une douceur rare. Elle lui apporte cette paix intérieure qu'il n'avait jamais vraiment connue. Ensemble, ils accueillent une petite fille, Kélani, le 22 octobre 2024. Un miracle, écrit-il sur Instagram. À 64 ans, redevenir père, confie-t-il, est un cadeau du ciel. Malika lui redonne le goût du foyer, de la tendresse simple, de ces moments suspendus où la célébrité semble s'effacer. Souvent, il les emmène au Cameroun, son pays de cœur,
pour apprendre à Kehlani les valeurs et les traditions de ses ancêtres. Mais cet amour apaisé cache les cicatrices d'un homme qui a tout connu. La gloire, la chute, la honte. 1996, l'année où tout a basculé. En mars 1996, la France découvre avec stupeur que son champion préféré est accusé d'évasion fiscale. Le fisc réclame 6,8 millions de francs, environ 1 million d'euros, d'impôts impayés entre 1993 et 1994. À l'époque, Noah est au sommet. Son album Saga Africa explose les ventes. Sa popularité est immense. Et les médias le présentent comme le visage d'une France métissée, joyeuse, triomphante. Puis, du jour au lendemain, les titres changent de ton. Noah échappe au fisc, une légende du tennis trompe la nation. Ces mots résonnent comme des coups de poignard. Pour un homme qui a toujours voulu unir plutôt que diviser, la trahison du public est insoutenable. Les agents débarquent à son appartement parisien. La perquisition, les papiers éparpillés, la presse à la porte. Yannick se souvient de ce moment comme d'une descente aux enfers. J'ai ressenti la honte, la peur et surtout la solitude absolue. Car le scandale n'est pas seulement financier, il devient symbolique. L'idole du peuple est soudain perçue comme un privilégié profitant du système. Et pourtant, ceux qui le connaissent, ils savent combien il s'est toujours engagé pour les autres. Ces associations Enfants de la Terre et Faites le Mur aident des orphelins et des jeunes défavorisés. Mais rien n'y fait. La machine médiatique est lancée, implacable. L'homme derrière le mythe. Dans le silence d'un appartement suisse, Noah passe des nuits entières à lire les journaux qui l'accablent. Il se demande s'il mérite encore l'amour de son public. J'avais l'impression d'être jugé non pas pour mes erreurs, mais pour ce que je représentais, dira-t-il plus tard. Il consulte un psychologue en secret, craignant que révéler sa fragilité ne détruise ce qu'il lui reste de réputation. Chaque appel à sa mère, Marie-Claire, devient une bouée de sauvetage. Elle le soutient, le relève, lui rappelle qu'un homme ne se définit pas par ses chutes, mais par la façon dont il se relève. La procédure dure des années. Pour rembourser ses dettes, il doit vendre son appartement parisien, céder des biens précieux et encaisser le mépris de ceux qui l'appelaient autrefois frère. Finalement, en 2000, l'affaire est réglée. Amende payée, impôts régularisés. Mais à quel prix? Sa réputation est entachée, son moral brisé. Ce que Noah perd cette année-là n'est pas seulement de l'argent, c'est une part de lui-même, la reconstruction, un retour à l'essentiel. Ce scandale, aussi cruel soit-il, devient un tournant. Noah comprend que la célébrité est une illusion fragile, un mirage qui peut s'effondrer en un instant. Alors il se recentre sur l'essentiel, la famille, la musique, la solidarité. Il s'installe entre Saint-Barthélemy et le Cameroun, loin du tumulte médiatique. Là, il retrouve une sérénité qu'aucune victoire ne lui avait jamais offerte. Avec Faites le Mur, il redouble d'efforts pour aider les jeunes des quartiers populaires à accéder au sport. Il écrit « Ose », un hymne à la résilience. Il chante pour rappeler que les chutes font partie du chemin, que la dignité ne réside pas dans la perfection, mais dans le courage de continuer. J'ai appris à pardonner, y compris à moi-même, confie-t-il dans une interview émouvante. Ses chansons deviennent des miroirs de sa propre vie. Simon Papa Tara pour son père, Angela pour Isabelle, toutes empreintes d'un mélange de nostalgie et d'espoir. Le champion éternel. Aujourd'hui, à 65 ans, Yannick Noah regarde en arrière avec lucidité. Il se souvient de ce jour de juin 1983 où, à Roland-Garros, il bat Mats Wilander et offre à la France un titre qu'elle attendait depuis 37 ans. La scène est mythique, le cri, la course, l'étreinte avec son père. Ce moment reste gravé dans la mémoire collective, symbole d'un triomphe qui dépasse le sport. Il ne jouait pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui cherchaient à croire que la couleur, la naissance ou le passé ne définissent pas la grandeur d'un homme. Plus tard, capitaine de l'équipe de France en Coupe Davis, il inspirera d'autres générations. Guy Forget, Henri Lecomte, et prouvera que le leadership peut être fait d'écoute et d'amour, autant que de discipline. Et puis il y a la musique.
Plus de 4 millions d'albums vendus, des stades pleins, des refrains repris en chœur. Lorsqu'il interprète Saga Africa devant 80 000 spectateurs au Stade de France en 2010, il comprend que la rédemption est possible. Non pas dans l'oubli du passé, mais dans la capacité à le transformer en lumière. De toutes ses victoires, celle qu'il savoure le plus n'a rien à voir avec un trophée. C'est celle d'avoir retrouvé la paix. Le Yannick Noah d'aujourd'hui n'est plus seulement un sportif, ni une star, mais un homme apaisé, réconcilié avec lui-même. Son regard, empreint de sagesse, dit tout. Il a traversé le feu et il en est sorti plus vrai, plus humain. Le fisc, la honte, la chute, tout cela appartient désormais au passé. Ce qu'il en reste, c'est une leçon universelle, celle d'un homme qui a appris que même les légendes doivent parfois tomber pour se souvenir qu'elles sont mortelles. À présent, rappelez-vous, l'homme que vous voyez sur scène, l'artiste et l'ancien champion, n'est pas seulement l'objet des applaudissements, mais un homme façonné par une perte immense, par un manque qui a donné sens à sa quête. Yannick Noah continue d'avancer, certes sous les projecteurs, mais toujours accompagné par l'écho de son père. Non pas en tant que fantôme, mais en tant que flamme intérieure. La tristesse qu'il portait est devenue sa compagne de route. Elle n'a jamais été guérie parce que certaines blessures ne se referment jamais. Mais elles peuvent être transcendées. Et c'est là peut-être la plus belle leçon que ce grand homme nous laisse. La douleur peut devenir un levier. L'absence peut devenir un appel. Je vous remercie de m'avoir accompagné jusque-là. Si cette plongée dans l'intime de Yannick Noah vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager. Et rappelez-vous, derrière la célébrité, derrière les victoires, il y a toujours un être humain, avec ses blessures, ses combats, ses choix. À très bientôt pour une autre enquête, un autre héros, une autre vérité dévoilée.